Aujourd'hui, je suis persuadé que le marxisme, qui contient sous son aspect concret un certain messianisme, c'est-à-dire la certitude qu'il y aura la révolution, etc., le marxisme contient aussi la critique de cet aspect messianique et le rejet de cet aspect. Marx dit dans son manifeste « Socialisme ou barbarie ». Déjà, c'est pas mal. Il prévoit qu'il peut y avoir une autre issue que l'issue normale de la lutte de classe qu'il avait prévue. Mais même ça, c'est en dehors du marxisme. Attends, je cherche une position à peu près. Alors, tu commences en disant « Je m'appelle Slim Nakash », etc. Je m'appelle Slim Nakash. L'idée de faire une pièce sur le parcours de mon père, Gilbert Nakash, et de plusieurs autres auteurs m'a intéressé pour faire un requiem du XXe siècle. Oh mon Dieu. Je crois que, au final, je ne l'ai jamais compris. Et une chose que je n'ai jamais comprise chez lui, c'est qu'il en a quelque chose à faire. Pas moi. C'est la différence fondamentale, la raison pour laquelle il s'est dirigé vers la politique, le militantisme, et moi vers le théâtre. Parce qu'il en a quelque chose à foutre. Il croit que les gens méritent mieux, parce qu'on fait de la politique pour deux raisons. Soit on pense que les gens méritent mieux que ce qu'ils ont, soit on veut s'en mettre plein les poches. Il pense vraiment que les gens méritent mieux. Et c'est une idée avec laquelle j'ai beaucoup de mal, l'idée du mérite. Parfois, quand je vois toutes les conneries qu'on fait au quotidien, j'ai l'impression qu'on mérite tous de souffrir beaucoup plus que ça. Et que ça devrait être bien pire. La différence, je pense, tient à notre époque. Moi, je suis né en 95. Je suis arrivé à l'âge adulte dans un monde post-11 septembre. Je suis arrivé dans un monde où Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour de l'élection présidentielle. C'est là qu'on a appris. Il n'y a pas vraiment d'espoir. Les mêmes totalitarismes qu'on croyait avoir vaincus sont en train de repointer leur bout de leur nez partout dans la planète. Il est né en 1939. Donc, il s'est développé, il est arrivé à l'âge adulte après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est arrivé dans un monde où on venait de battre Hitler. Mieux que de le battre. On a tellement détruit la vie d'Hitler qu'on l'a poussé au suicide. C'est la meilleure des victoires. Et le monde devient beau, il reste plus grand-chose à faire. Les espoirs ont été vite trahis pour sa génération. Le monde où j'ai évolué a totalement changé, au point que des pans entiers de cet univers tomberont dans l'oubli. Pour combattre cette espèce de seconde mort, pour rendre ce qui caractérise l'humanité, à savoir cette chaîne ininterrompue de connaissances, je n'ai que la parole, le désir de me raconter. Le 15 janvier 1939 est né un fils dans la famille de Maurice Nakache et de sa femme Emma Julie. Le père commençait à vieillir, 52 ans, et la mère avait passé l'âge moyen de la maternité de l'époque, elle avait 32 ans. Et donc, ce fils-là a été accueilli avec une très grande joie, surtout qu'il venait après 4 filles. Cette famille-là était une famille juive tunisienne qui avait une référence judéo-arabe. Ce fils
a été appelé tout de suite Chouchou, c'est-à-dire Youssouf. Et comme on vivait sous le protectorat français, on a ajouté un prénom français bien de chez nous, Gilbert. Et puis un jour, les Allemands occupent la Tunisie en 1942, pendant 6 mois. Et en 1943, le 7 mars, un bombardement américain qui était dirigé en principe contre l'aéroport de Larvin décime la population de la côte de Tunis. Et parmi les victimes se trouve mon père. C'est une photo de lui quand il était gamin. Vers la période où son père est mort. Une bombe américaine. Jamais foutu de viser correctement, cela. Je ne crois pas qu'il y ait de sentiment anticolonial qui soit subitement né. C'était la période. C'était tout simplement la période. Il fait partie d'une génération qui, après que la France ait montré sa médiocrité pendant la Seconde Guerre mondiale, après que le gouvernement se soit honteusement rendu, après que les collaborateurs aient été au pouvoir et que donc les colonies ont été laissées dans un état impossible pendant toute l'occupation, et on voit la faiblesse de l'Europe. On voit l'Europe s'effondrer sous ses propres contradictions. C'est la façon dont les Anglo-Américains ont libéré la Tunisie, qui est une façon sauvage. Les Juifs étaient très contents d'eux, mais ils en sont restés quand même pas mal. En plus, les Américains qui arrivaient et distribuaient des chocolats, des bananes séchées, etc., il y avait une impression de mendicité qu'on n'aimait pas. Et puis ces jeunes connards qui s'amènent et qui nous disent « c'est nous qui vous avons libérés, nous sommes des gens très bien et tout ». C'était des petits cons. Enfin, je veux dire que la guerre nous a montré la cruauté des Allemands, mais aussi la connerie des Français collaborateurs, la connerie des Français anti-collaborateurs, la connerie des Anglais, la connerie... Enfin, c'est pas... il n'y avait pas les bons et les mauvais, il n'y avait que des mauvais. Vous voulez une connerie meilleure? Celle qui a marqué son esprit d'enfant? La Tunisie, pays de 3 millions d'habitants, protectorat français depuis 1881, dans le cadre de ce que certains appellent l'Union française. Gouverné par le gouverneur général français, qui est secondé par l'aristocratie. Ils se réunissent ensemble et festoient pour célébrer la mémoire de Jules Ferry. L'homme qui déclarait le 8 juillet 1885 à la Chambre des députés « La colonisation est une des meilleures affaires auxquelles on puisse se livrer. C'est pour cela qu'il nous fallait la Tunisie. C'est pour cela qu'il nous fallait l'Indochine. Nous ne les quitterons jamais. » Pendant ce temps, la crise économique de l'après-guerre frappe la population. On offre à certains Tunisiens du travail, transporter son propre blé pour 9 000 francs, alors qu'il en fallait à cette époque 15 000 pour subvenir aux besoins d'une famille.
Et les enfants sont payés moins cher. Transporter les réserves immenses de phosphate découvertes le siècle dernier, ou le fer de Jérissa qui est utilisé pour la fabrication d'aciers spéciaux, d'armes et des rails du métro de Paris. Vous en voulez une autre? Dans le monde colonial français des années 40 et 50, un juif ne peut pas aller à l'école mixte franco-arabe. Il est obligé d'aller à l'école française. C'est une manière évidente qu'utilise le colonialisme de diviser pour mieux régner. J'étais plaqué, j'étais introduit de force dans l'environnement culturel français. Quand on est éduqué dans une langue, on est éduqué dans les schémas de réflexion de cette langue. Ce qui n'était pas mauvais d'ailleurs parce qu'on prenait conscience en même temps que le français n'était pas notre langue. D'autant plus que j'avais eu très tôt un professeur communiste, Paul Sebag, qui nous explique sans jamais dire les choses carrément que nous vivons le colonialisme sous les protectorats. Et ça, c'était insupportable. Donc, la seule façon de s'en sortir, c'était de choisir un mode de vie, de lutte qui te permettrait d'accéder à la liberté et à l'égalité avec tous les autres citoyens. Ce n'était pas possible dans le mouvement national qui était imbibé de religion, ce n'était possible qu'au Parti communiste. Il y avait Bourguiba et le mouvement nationaliste d'Estorien, mais leurs chemins ne se croiseront jamais. Il choisira plutôt le chemin de Hassan Sadawi. Ce chef communiste, grand orateur, qui a partagé les prisons françaises avec les nationalistes. Notre salut à nous est dans l'union. Et la force de cette union dans notre haine des impérialistes, dans notre inébranlable volonté d'indépendance nationale. Donc, on a eu la chance de prendre conscience en même temps que le pays était en train de se soulever, puisque en 1952, ça commence à être carrément la lutte armée, etc. Dans le Gabon, dans les montagnes du Nord-Ouest, et les manifestations dans les lycées. Alors, des grèves et des manifestations populaires sont organisées dans tout le pays. L'insécurité devient générale. Les sabotages continuent. Ils s'amplifient. La résistance s'étend. Le nombre des victimes augmente. À leur tour, les Français pleurent leur mort. Donc, je vais être, dès ce moment-là, détaché de toutes les relations habituelles, familiales ou sociales, etc. Et je vais pouvoir vivre librement en fonction de quoi? En fonction d'un impératif qui m'a semblé évident et que j'ai dû exprimer vers mes 18 ans. Il fallait d'abord comprendre avant d'agir. Une phrase qu'il dit que j'aime beaucoup, qui est je veux comprendre. Je veux comprendre. Donc il passe son temps à essayer de comprendre. Tu connais celle-là? Mais non, mais... Attends. Rappel. Oh là 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 là. Oh, enfin.
Oui, autorisé. Ça marche, ça y est, ça marche. Ouais. Ah, salut papy. Mais moi, je te vois pas, hein. Bah, normalement, tu devrais me voir. Ses relations avec son père sont bien meilleures qu'avec moi. Ça m'énerve. J'aurais besoin d'un petit service. Globalement, en ce moment, je suis en train de travailler sur une pièce. Et je me suis dit que tu me servirais à quelque chose et que je m'inspirerais un petit peu de ton propre parcours. Il y a une complicité intellectuelle en plus qui est très très forte. Très très forte. Et Slim ressemble beaucoup à son père de ce point de vue-là. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément. Est-ce que le Parti communiste a eu un discours indépendantiste ou... Il a beaucoup hésité pendant longtemps. Il était dominé par le Parti communiste français qui appelait à l'Union française. En 1946, dans une France dévastée par la Deuxième Guerre mondiale, les communistes français avaient 149 députés. Le ministre de Travail communiste Ambroise Croizat doublait les retraites. Et Marcel Paul nationalisait les grandes entreprises. Les communistes paraissaient très proches du pouvoir en France. Et les communistes tunisiens ont commencé à rêver d'un scénario semblable à celui de l'Union soviétique. Ça a duré 2 ans. Mais l'histoire ne l'oubliera pas. Et puis vint l'indépendance. Qu'est-ce que c'est que l'indépendance? C'est un changement, c'est comme toute perturbation politique. Une opportunité à saisir pour certains, une crise à laquelle il faut survivre pour d'autres. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, notre homme voit l'avènement de l'homme fort au pouvoir. Bourguiba rentre à Tunis le 1er juin 1955. Il est accueilli d'une façon prodigieuse. À ce moment-là, il explicite que pour lui, l'autonomie interne est un pas vers l'indépendance. Pour moi, Bourguiba était d'emblée un nationaliste, c'est-à-dire un homme limité au point de vue du programme, au point de vue de la compréhension politique du problème, mais évidemment un grand leader qui était suivi par les gens et qui menait une lutte tout à fait valable. Mais ce n'était pas un bon leader ou quelque chose, c'était un bourgeois. Il nous disait, je suis votre père. Donc ça veut dire, il faut m'écouter, il faut faire ce que je vous dis. On a dit non. Mais il me semblait qu'on était d'accord sur une chose, sur le fait que Bourguiba avait une représentation de la société, pas seulement des femmes, hein, toute une représentation de la Tunisie moderne. Deuxième vie, après le bac, je suis parti à Paris à la fin de l'année 56. Dans les faits, je comprends pas pourquoi tu t'embêtes. Hein. On peut répéter à peu près n'importe où. Pas besoin d'un lieu spécifique. Le parc, ça peut être très sympa. Non, désolé. Mais oui, on peut se retrouver au parc tout à l'heure si tu veux. Ok. Découvre le Paris des années 50. Une ville qui se remet du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Une ville où les mouvements communistes connaissent leur âge d'or. À l'époque, Paris était vraiment la capitale du monde. Il n'y avait rien de comparable. C'était la liberté, c'était la vie. C'est à ce moment-là qu'on est dans la politisation française des mouvements étudiants. Une politisation qui va plus tard s'exporter, mais qui pour l'instant est un phénomène très français. Je fais des études en France d'ingénieur agronome. Entre nous, je n'ai pas tellement étudié. Les seules choses qui m'intéressaient dans les cours de l'école, c'était ce qu'on disait du sous-développement et de la manière de s'en sortir. Et puis, il y avait
l'aspect militant tunisien. Je militais donc dans ce qu'on appelait à l'époque le groupe de langue, qui était en fait une cellule du Parti communiste tunisien en France. Paris, Tunis, les espoirs des vieux communistes. Et moi, comment je peux travailler en m'inspirant de mon père et en le refusant en même temps, en mélangeant ses écrits à d'autres? Qu'on soit pas trop centré sur le texte au cours du travail. Ça sert à rien de trop se concentrer sur le texte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'image. C'est pour ça que quand je l'avais monté pendant la scène ouverte, je m'étais intéressé aux ombres. Le premier est très court et parle de son enfance, où il raconte des trucs un petit peu en vrac. Pour ses études, parce qu'il est quand même aristocrate, il se retrouve dans le Parti communiste. Ouais. Enfin, pas pour ses Oui, donc études. il a quand même switché assez vénère. Oui, mais justement, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il disait « je me reproche d'être né dans la mauvaise classe sociale ». Ah, Camus, Lorenzaccio, tiens. Les ombres, si les autres gens sont en ombre, et si peut-être lui-même est en ombre, ça traduit quelque chose de différent. Les ombres, elles sont séparées des gens sur scène, tu vois. Oui. Quand j'étais plus jeune, j'avais joué dans une pièce, une lecture-spectacle inspirée de l'une de ses nouvelles, appelée « Eux », un rapport entre un homme et une femme. Je faisais la narration. On sentait vraiment qu'il a compris, disons, ce que son père voulait dire, et donc il y avait quelque chose qui passait entre eux, je ne sais pas. C'est très difficile à expliquer ce qu'une mère peut sentir. Il y avait, à travers ce texte, il passait beaucoup de choses, beaucoup de messages entre eux. Pourquoi tenter lorsqu'on doute? Mettez la main sur la conscience, quelque autre pensée, plus vaste, plus terrible, ne vous entraîne-t-elle pas comme un chariot étourdissant au milieu de cette jeunesse? Cette nouvelle, moi, elle me fait toujours un peu penser à Schopenhauer, qui écrivait « La vie humaine, comme une pendule qui irait de droite à gauche, alterne entre la souffrance et l'ennui. » Un couple heureux, c'est pas un couple où on ne s'ennuie pas. C'est un couple où on s'ennuie, mais où on s'ennuie moins que tout seul. La vie est comme une cité. On peut y rester 50 ou 60 ans en ne voyant que des promenades et des palais. Pendant 20 ans de silence, la foudre s'est amoncelée dans ma poitrine. Il faut que je sois réellement une étincelle du tonnerre. Car tout à coup, une certaine nuit que j'étais assis dans les ruines du Colisée, je ne sais pourquoi je me levai. Je tendis vers le ciel mes bras trempés de rosée et je jurai qu'un des tyrans de ma patrie mourrait de ma main. J'étais un étudiant paisible. Il m'est impossible de dire comment cet étrange serment s'est fait en moi. Peut-être est-ce là ce qu'on éprouve quand on devient amoureux? C'est de partout, vers Paris, que va l'amour pour Staline. En rendant hommage à Staline, nous rendons hommage à notre passé. Nous éclairons notre présent. Nous annonçons notre avenir. Combattants de l'avenir et du bonheur de tous. Mais très rapidement, nos divergences ont commencé. Les thèses du mouvement communiste sont acceptées, défendues par le Parti communiste tunisien. Or, ça se passe après les révoltes en Pologne et en Hongrie qui ont été réprimées par la force. Et on proteste auprès du Parti communiste tunisien en disant on ne doit pas soutenir la répression contre les gens. Mais il y avait un autre problème, l'Algérie. Pendant des années, le Parti communiste français refusait de se prononcer pour l'indépendance de l'Algérie et préférait suggérer un cessez-le-feu. Pour lui, c'était insupportable. Devant les problèmes aussi bien tunisiens que algériens, le groupe de Paris se met à étudier la littérature qu'il y a, et c'est comme ça qu'il rentre en contact avec Trotsky, avec la critique de Trotsky. Bien que Léon Trotsky soit l'homme qui a instauré les mesures de terreur pendant la guerre civile russe, on se souviendra de lui comme étant l'un des pères fondateurs de la Révolution d'octobre, et l'homme qui a dit non à Staline et à sa perversion bureaucratique, odieuse et sanguinaire, pour citer Papy. Évidemment, on n'a pas le droit de parler de Trotsky dans le Parti communiste tunisien. Bon, on est exclu.
Dans la mythologie, on connaît tous la boîte de Pandore. Musique. Quand j'étais gamin, je lisais beaucoup des versions pour enfants de la mythologie, des versions édulcorées. Et dans les versions pour enfants, ils présentent la chose très simplement. Il y a une image de Milan Kundera, l'écrivain tchèque, qui dit ce qu'est l'exclusion d'un communiste. Il dit les communistes sont là, c'est comme des enfants qui tournent dans une ronde en chantant et en tapant du pied, etc. Vous êtes repoussé hors de la ronde, qui continue à tourner, qui continue, et qui commence à monter dans le ciel alors que vous êtes en bas et que vous avez envie de pleurer parce que vous ne comprenez pas. Zeus donne à Pandore la boîte en lui disant de ne pas l'ouvrir. Pandore ouvre la boîte. De la boîte s'échappe la bêtise, la maladie, la vieillesse, les blessures, tous les maux qui vont hanter l'humanité. Mais heureusement, il y a l'espoir dedans, parce que Zeus a eu pitié. C'est comme ça qu'on présente ça dans la version pour enfants. Et puis j'ai lu les auteurs grecs. Zeus n'a pas eu pitié. Donc pourquoi mettre l'espoir dans la boîte? Parce que l'espoir est une saloperie comme toutes les autres. Comme la bêtise, comme la vieillesse, comme la maladie. Mais notre jeune communiste, lui, avait de l'espoir. Il a été interdit. Le Parti communiste a été interdit. Le Parti communiste décide de ne pas braver la répression et il arrête ses activités. Hassan Sadawi, ce vieux communiste, a été convoqué par la police le lendemain de l'interdiction de son parti. Il est mort pendant son interrogatoire, dans des conditions mystérieuses. À ce moment-là, des étudiants désireux d'action créent le groupe Perspective. Il est appelé le groupe d'études et d'action socialiste tunisien. D'immenses réunions démocratiques avec une organisation horizontale. Comme dans la Pravda soviétique, les articles de ces révolutionnaires clandestins n'étaient pas signés. Nordin Kheder, c'est un des fondateurs. C'est un gars qui était à Paris, qui est fils d'un youth fils de l'Hama, qui a été assassiné par Cecil Eswood en 1958. Et je propose à Nordin d'habiter avec moi. Et il habite et donc on habitera ensemble jusqu'à l'arrestation. En 1967, ce groupe se développe à l'université, publie sa revue à Paris et l'introduit clandestinement à Tunis. Rentrer dans les facultés, dans les cités universitaires et vont faire de l'agitation et vont créer un mouvement en Tunisie. 9 ans après les accords d'autonomie, malgré la nationalisation de sa monnaie, de ses banques et d'une large partie du système colonial, le pays avait toujours une économie basée sur l'exportation de l'huile d'olive et du phosphate. Une agriculture ancestrale et une petite paysannerie appauvrie. En mai 1964, Bourguiba décrète l'expropriation des terres en possession étrangère. Des mesures socialistes sont instaurées pour élargir le contrôle étatique sur l'économie. Le plan est intitulé « Le collectivisme ». Il est piloté par le chef syndicaliste Ben Salah. Mais dans ses bureaux se cachait un jeune ingénieur tunisien qui venait d'arriver, Gilbert Nakache. Je finis par rejoindre le bureau de contrôle des coopératives du Nord, organisme qui dépend conjointement de la Banque mondiale et du cabinet du ministre. Je fais un rapport d'évaluation globale dont les conclusions ne plaisent pas aux responsables. C'est un tract communiste, m'a-t-il lancé d'emblée. L'avez-vous lu, rétorquai-je. Le mouvement coopératif englobe les terres domaniales, anciennement détenues par les colons français, et les terres des petits paysans. Les coopérateurs sont des représentants
des propriétaires de ces terres. Et les autres, ils sont pratiquement chassés. On dit à Ben Salah, aux défenseurs, qu'est-ce que vous allez faire de ces gens? Ils disent, ça fait rien, ils vont aller en ville et ils vont trouver du travail dans l'industrie qui va démarrer. Eh bien, sont devenus les habitants des bidonvilles. Pendant les coopératives, on a réprimé les gens qui disaient non, qui voulaient sauver leur bétail, etc. Moi, je suis de Béja et je sais qu'il y a eu des malheurs absolument terribles. Les yeux de Gilbert étaient à ce moment-là sur une autre révolution paysanne. L'influence de la révolution culturelle chinoise de mai 66 commençait à se faire sentir dans ses textes. Si l'histoire de la Chine présente des différences, elle n'échappe pas aux mêmes contradictions théoriques. Réaliser une révolution socialiste alors que l'analyse classique dit qu'il faut d'abord une révolution bourgeoise. Donc on avait fait une analyse qui était proche de Lénine. Pour nous, c'était ça l'esprit du marxisme. Pour les autres, notre démarche était une hérésie. Ce qui s'est passé en Tunisie, c'est ça. La transformation d'une manifestation de gens de gauche anti-impérialistes en manifestation anti-juive. Les étudiants de perspective, ils se sont arrêtés devant la synagogue. Ils ont essayé d'empêcher les émeutiers d'entrer, de brûler. Et on a arrêté un étudiant, Benjenet, un étudiant de la Sitouna, sur le témoignage d'un flic. Le raisonnement était suivant. Ce type-là est zitounien, donc il est nationaliste arabe, donc un anti-juif. Le groupe de perspective, à partir de là, va cesser le travail de réflexion et ne va plus faire que du travail d'agitation pour la défense de Benjenet et la défense de tous les inculpés. Et il y a une répression énorme. À l'époque, il doit y avoir 1 millier d'étudiants arrêtés. J'étais arrêté le 21 mars, le lendemain de l'arrestation de Nourdine Khedr. Peut-être à cause de la prison que... Oui, non, je la reprends. Il y a un certain mérite à vivre. Allez, ce sera notre dernière répétition. Oui. Hop, on passe vite Saboun dans la buanderie. On m'arrache les vêtements. Je regarde les types, ils n'ont pas l'air particulièrement furieux, mais ils font ça bon. Et puis ils m'asseyent par terre. Il me faut mettre les mains autour des genoux. Non, ils m'attachent les mains, les poignets, comme ça. Et ils me font mettre les mains attachées autour des genoux. Et je suis dans la position du poulet rôti, mais pas encore rôti.
Je le regarde, cet homme qui transpire, qui exhale une odeur de sueur, de tabac et de bière, et qui frappe très fort. J'ai très mal, oui, mais j'ai honte aussi, honte pour cet homme. Et j'ai peur aussi de ce que signifie cette bestialité nouvelle. Parfois, j'ai envie de lui dire « Bon, ça va, je parle, mais redeviens normal. » Bien sûr, je me tais. Et le gars me dit « Mais parle, tu ne vois pas qu'on souffre ?» Il avait raison. C'était encore le temps des innocents, y compris les flics. Ce n'étaient pas des professionnels de la torture. Dans Le Grand Voyage, Jorge Semprún décrivait ses conversations avec le soldat allemand qui le gardait captif. « Je suis prisonnier, concluait-il, parce que je suis libre. Mon geôlier n'est pas libre. Il est écrasé par la vie, il l'a subi. » C'est cette certitude qui sert de consolation à tous les prisonniers politiques. L'idée que le monde du dehors, c'est le monde de la liberté des corps, mais de l'absence de liberté de l'esprit. Tous ceux qui auraient dû être avec moi et qui n'y sont pas, c'était leur volonté de liberté qui n'était pas assez forte. Dis-moi qu'elle est bonne. C'est après 3 grèves de la faim que le régime a changé. On a aussi proposé un marché. Ils écrivaient une lettre demandant la grâce présidentielle et on les libérait. Bourguiba était le père de la nation et il pardonnait à ses enfants de faire des bêtises. Alors nous, on disait, d'abord, c'est pas notre mère. Dans l'imaginaire des militants d'extrême gauche, la prison est souvent représentée comme une université, un lieu où on peut approfondir ses connaissances théoriques et pratiques. Cole, ils l'ont attaché. Lui ont cloué la tête et les mains et l'ont laissé pourrir là. T'as jamais vu quelque chose comme ça? Non. Jamais de photos? Jamais. T'es un écrivain. Tu devrais raconter aux gens, c'est ton boulot. Moi, je suis là, j'ai pas le choix, mais toi, tu devrais prouver ce qui est arrivé. Ok. En fait, je me demande juste une chose vis-à-vis de cette scène. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut, en fait? Juste, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un petit déclic. À la base, il cherche vraiment un rapport de puissance, tu vois, de nuances comme ça. Il veut juste simplement le déclic et de pouvoir parler à cœur ouvert avec quelqu'un. D'accord. Parce que c'est la guerre, il n'y a pas beaucoup de gens avec qui papoter. D'accord. Ok, on la refait. Ok. On nous a enlevé tous nos cahiers, nos livres, les moyens d'écrire. Alors, écrire sur quoi? Je trouve pas. Et puis, j'allume une cigarette et je me dis, mais c'est ça. Je l'ai en main et je cherche. Par contre, on les autorisait à avoir des cigarettes. Ce qui semble très paradoxal, mais après tout acceptable, puisque le but du régime n'était pas forcément de leur éviter le cancer du poumon. Il écrit donc sur les emballages de cigarettes la marque Cristal, qui donnera son nom au premier roman. Cristal est un peu un itinéraire. Cristal joue sur plusieurs styles de narration pour parler de l'opposition au gouvernement. Cristal est profondément autobiographique. Étrangement, dès qu'il sortira, il arrêtera de fumer. Ces nouvelles, quand elles sont de fiction, jouent sur un style qu'on pourrait qualifier de kafkaesque, que ce soit dans
l'humour un peu absurde, jouant sur parfois la condition humaine, ou souvent les situations tout simplement impossibles et oppressantes. Alors, c'est... Non, il n'y a pas encore. Qu'est-ce qu'ils sont chiants, nom de Dieu, vous êtes chiants. Mais bon Dieu, c'est pas difficile, qu'appuyer sur un bouton, ça tourne et puis on coupe, quoi. Je t'aide à descendre. Comment vas-tu? كتاباته كلها في مرحلة أولى ساعدته على بيعها في بنزرت بشكل نضالي قبل أن يقبل المجتمع والدولة بأن تتداول مثل هذه الكتب. Je limite ce travail à une période allant jusqu'en 1979. C'est la date de ma sortie définitive de prison et celle où je n'ai plus eu depuis la moindre attache organisationnelle. أجمع نواب الأمة في جلسة مشهودة يوم 19 مارس 1975 على منح المجاهد الأكبر رئاسة الجمهورية مدى الحياة. C'est-à-dire qu'il a installé un État qui était autoritaire, sans discussion, pour le bien du peuple. Ben, apparemment, ce n'était bien que pour la classe qui l'entourait, qu'il défendait. Alors, nous, on ne donnait pas sur la mer? ها ولا mer. Oui, oui, Borjeroumi. برجرومي اللي لا Justement. احنا باش نمشيو Donc, on ne باش نمشيو للقرى. pouvait pas plonger, mais غادي في البحر. احنا كل يوم بلون. J'ai essayé de situer mon action dans l'histoire du pays. Je n'ai pas la prétention d'être historien, que le lecteur m'excuse s'il n'a pas la même lecture de cette histoire. Voilà, je suis à la poursuite de ma liberté. Je ne l'atteins pas, je ne l'atteindrai jamais tout à fait. Elle avance devant moi. Parfois, je la distingue tout près. Je suis sur le point de la saisir. Et puis, elle s'éloigne de nouveau. Je fais un effort, j'analyse, remets mon chemin en question, elle se rapproche. Dans ces moments, je me sens libre. Je me rappelais tout à l'heure que le premier livre que j'ai lu avant même de venir, je l'avais lu en guise de préparation de mon séjour tunisien, c'était « Qu'as-tu fait de ta jeunesse ?» Et donc ce livre-là m'a marqué et le destin, le hasard a fait que nous avons vécu en fin 2010, début 2011, un mouvement social qui s'apparentait à ceux dont Gilbert parle dans son livre qui évoque sa propre histoire. Donc tout ça créait des affinités fortes. Et voilà, j'espère que ceci vous incitera à le lire à votre tour et je remercie une nouvelle fois. Ce livre, c'est une rencontre qui a en elle toutes les difficultés de la Révolution. Elle a en elle tout le passé de la Révolution et le passé de ces gens. Elle a en elle aussi tous les espoirs et tous les regards tournés vers l'avenir de cette révolution. C'est pas facile. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Mais est-ce qu'on se doutait de tout ce qui allait suivre? Chaplin ne le savait pas. Le dictateur, c'est l'œuvre de quelqu'un qui croyait profondément à l'humanité. J'adore la fiction, j'adore les fables, j'adore la mythologie, j'adore les contes. Mais c'est pas la réalité.
Et je fais toujours très attention à bien séparer les deux. Je me souviens vaguement de l'AVC en 2002, j'ai vaguement l'image du lit d'hôpital, mais est-ce que j'ai vraiment vu ça, cette image qui est très floue dans un coin de ma tête? Ou est-ce que c'est une image que mon imagination a substituée? Chaque fois qu'on se rappelle de quelque chose, on le modifie un tout petit peu. La mémoire, c'est déjà l'imagination. Alors, au niveau de cet AVC, ce qu'on dit souvent avec mon père, c'est qu'il l'a eu après avoir vu que Jean-Marie Le Pen était au second tour en France. C'est une blague qu'on a faite tellement de fois, il y a quand même une petite chance qu'elle soit vraie, en fait, cette blague-là. Parce que plus on raconte, plus on se remémore, plus on se remémore, plus on modifie. Et après son accident vasculaire, moi, j'étais admirative parce que il a repris tout de suite l'écriture et la réflexion, etc. Et il ne s'est pas laissé aller, quoi. Il a tenu le coup et il a combattu la maladie par une volonté absolument extraordinaire et par la réflexion. En 2003, l'année suivante, il déménage à Paris. Continue d'écrire à Paris et publie en 2005 « Le ciel est par-dessus les toits », le premier vers du poème de Verlaine. Un poème que Verlaine a écrit en prison. Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille. Cette paisible rumeur-là vient de la ville. Mais dis, qu'as-tu fait, toi que voilà, pleurant sans cesse? Dis, qu'as-tu fait de ta jeunesse? Le papy du Parti communiste dans les années 50, le papy trotskiste, le papy de Perspective, le papy après la prison, etc., est en éternelle évolution, avec mais il y a quand même une boussole pour lui qui le tient. Et moi, je suis admirative, quoi, parce que je ne sais pas si moi, je pourrais tenir comme ça jusqu'à 80 ans. Les membres de l'instance Vérité et Dignité, mes chers concitoyens, permettez-moi pour commencer de m'incliner devant la mémoire des martyrs de la Révolution et d'assurer leurs familles de mes sentiments les plus fraternels. Je voudrais associer à cet hommage tous les blessés de la Révolution. Ils ont payé de leur santé, de leur sang, d'une partie de leur corps souvent, s'être relevés avec les autres jeunes contre la dictature, l'absence de liberté, de perspective de vie. Je voudrais encore saluer ici tous ceux qui, à un moment donné, ont opposé une résistance à la volonté de marginaliser le peuple. En particulier, tous mes camarades. Ma pensée se tourne spécialement vers ceux qui ont partagé mes séjours dans les prisons, et avant tout vers la mémoire de mon camarade Noureddin Belkheder, disparu sans avoir pu voir la manière originale dont allaient se réaliser nos espoirs. Ces gens-là ont apporté leur pierre à la Révolution, en refusant de solliciter la demande de grâce qu'on voulait obtenir d'eux. Ils ont affaibli l'autorité de l'État dictatorial. L'assassinat symbolique du père, comme le redit Freud, pouvait devenir possible, et il a eu lieu un certain 14 janvier 2011. À tous, morts ou vivants, je dis merci, vous n'avez pas vécu en vain. Il a peur du révisionnisme historique, de la capacité du pouvoir à réécrire le passé. Le témoin, est-ce que c'est celui qui parle? Non, c'est d'abord celui qui voit. Le résistant polonais Jan Karski a voulu parler aux nations, a voulu dire aux nations quel sort les nazis faisaient subir à la Pologne.
Pour ça, il savait qu'il devait voir de ses propres yeux. 30 ans après, il a déclaré « Je savais que c'était une folie d'entrer dans un camp de concentration. » Mais il fallait voir.